Bon. Bonjour à tous. Je vous avoue que c'est un peu impressionnant d'être devant 600 personnes. J'ai pas l'habitude. Du coup, comme vous le voyez, je suis pas le professeur Anouka Mestoy. Tout à fait. Elle est occupée aujourd'hui. Exactement. Donc elle s'excuse de son Suède. absence. J'aurai la lourde tâche de la remplacer. Je suis le docteur André Antourdoki. Je travaille avec elle sur le CRA de Bordeaux. Je voulais commencer en remerciant Madame Séverine Gaborio et toute l'équipe de la page pour l'invitation, l'accueil et l'organisation. Tous les intervenants et les interventions étaient vraiment qualitatives. J'ai passé 2 journées excellentes. Donc je vais vous faire une présentation sur la recherche sur les profils féminins et la question du genre dans les troubles du spectre de l'autisme. Je vais vous présenter pour commencer la prévalence de genre dans l'autisme, le sous-diagnostic chez les femmes, le phénotype féminin, le camouflage comme possible critère manquant du profil féminin, les femmes avec TSA ont-elles plus de conditions de surhandicap, et enfin la diversité de genre dans l'autisme. Alors, le genre et le sexe. Le monde est en grande partie construit dans un contexte qui est vraiment marqué par la question du genre, qui est omniprésente dans nos sociétés aujourd'hui, et de plus en plus. Elle repose initialement sur une définition relative au système de reproduction sexuelle qui répondait à la loi binaire, homme ou femme. Elle se confronte néanmoins maintenant à une complexification liée à la diversité d'expression. Ainsi, l'appartenance de genre s'est détachée du sexe biologique de l'individu et son identité de genre répond de nos jours à un plus large éventail de possibilités. Le genre n'est plus vraiment une question binaire. Ni le genre ni le sexe ne devraient être considérés comme la même variable, ni comme une variable binaire. Le dimorphisme sexuel chez l'humain n'a pas vraiment de sens. C'est la caractérisation par un caractère présent ou non chez l'individu qui le classifie en classe mâle ou femelle. Chez l'homme, on parlerait plutôt de différence de moyenne, d'un trait ou d'un comportement entre 2 individus, et non de façon binaire. Une meilleure manière d'étudier l'impact du sexe et du genre de l'individu serait donc d'analyser plus spécifiquement l'impact des variables associées au genre, telles que l'approche génomique ou l'approche hormonale, et celle associée au sexe, et celle associée au genre. Ces constats ont été partiellement intégrés dans la construction de la dernière version du DSM-5, avec la définition du genre qui a été introduite, qui correspond au sexe biologique ainsi que de l'autoreprésentation de soi par l'individu. En 1986, le National Institute of Health aux États-Unis a publié des guidelines qui recommandent que les investigateurs inclusent les femmes dans les essais cliniques et la recherche. Une loi a été appliquée en 1994 qui a obligé les responsables de projets de recherche financés par fonds publics de recruter des sujets féminins pour tous les essais cliniques. La réalité des publications date plutôt des années 2000, donc on voit que c'est quand même assez récent. Et même aux États-Unis, qui a donc semblé avoir pris une certaine avance en matière de différenciation homme-femme, dans le domaine de la médecine en tout cas, du chemin reste à parcourir parce qu'encore en 2015, ils ont appelé à une prise de conscience de l'importance des différences sexuelles et recommandé aux scientifiques de les considérer comme un fil directeur des recherches de santé. En France aussi, d'importantes marges de progression existent en vue d'une meilleure prise en compte des différences entre hommes et femmes pour le diagnostic et le traitement de certaines maladies. Le directeur général de l'INSERM a aussi en 2015 fait un rappel que la dimension de genre était trop souvent négligée dans les recherches biomédicales, particulièrement en France. Cela peut être responsable de nombreux biais, comme les biais d'échantillonnage ou encore le biais d'analyse qui a été décrit par Hartung en 2019. Il correspond au biais dans l'analyse des données lorsque les chercheurs incluent des hommes et des femmes dans leurs études, mais n'effectuent aucune analyse selon le sexe ou le genre. Autrement dit, les chercheurs ne considèrent pas le sexe ou le genre comme une variable importante dans leurs études, et lorsque ce type de biais se produit, il n'est pas possible de conclure si le résultat s'applique à l'ensemble des sexes. La question de savoir s'il existe un cerveau féminin et masculin est assez important, parce qu'il peut avoir des implications pour les études sur les relations entre le sexe et le cerveau, ainsi que pour les études sur la structure et le fonctionnement du cerveau en général. Joël et ses collègues, dans les années après 2000, en 2015 je crois, ont réalisé la première étude qui a testé la cohérence interne du degré de masculinité et de féminité des différents éléments d'un même cerveau. Ils ont constaté que les cerveaux présentant à la fois les caractéristiques femelles et mâles étaient plus fréquents que les cerveaux qui présentaient uniquement des caractéristiques mâles ou uniquement des caractéristiques femelles.
Pour cela, ils ont pris des images d'IRM de 10 régions qui sont connues pour être les 10 régions où il y a le plus de différences au niveau de sexe et genre en matière de volume, qu'on peut voir ici en haut. Et ils ont montré en fait qu'il y avait surtout une cohérence interne dans la plupart des cerveaux, avec plutôt un chevauchement homme-femme et une absence de dimorphisme structurel du cerveau. L'hypothèse principale est donc que le cerveau est composé d'une mosaïque de caractéristiques mâles et femelles, plutôt que des caractéristiques uniquement mâles ou uniquement femelles, comme on s'y attendrait pour des cerveaux qui seraient vraiment différenciés. Ils ont aussi observé la différence sur le plan fonctionnel, qui est un peu plus évidente, avec une hyperconnectivité plus importante de certaines régions selon le sexe, comme on peut le voir ici, avec une hyperconnectivité des lobes frontal, pariétal et temporal chez la femme, et une hyperconnectivité plutôt du cervelet, comme on en a parlé un peu hier, chez l'homme. Ils ont également retrouvé un lien entre la testostérone et la connectivité, avec plus on a un taux de testostérone élevé, plus on retrouve une connectivité faible, et cela a été observé uniquement chez les hommes. Deux hypothèses peuvent être formulées pour tenter d'expliquer la prépondérance des hommes ou des femmes au sein d'un trouble. Soit la différence entre les sexes est due à un biais et est donc invalide, c'est l'hypothèse des biais, soit il existe une différence réelle ou valide entre les hommes et les femmes, c'est l'hypothèse de différence réelle. Deux méthodes existent pour réaliser des études de prévalence. La première qu'on voit ici consiste à regarder dans la population générale et repérer à l'aide de tests de dépistage standardisés la présence et le nombre de personnes qui pourraient être atteintes au sein de l'échantillon et de confirmer secondairement le diagnostic par des tests valides et standardisés afin d'en déduire un ratio homme-femme. C'est la détermination active. La seconde méthode consiste à analyser des données qui sont déjà collectées, qui sont issues de registres de santé publique ou de registres scolaires ou hospitaliers. Il s'agit alors de comptabiliser les personnes enregistrées comme présentant un TSA et établir le ratio homme-femme. C'est la détermination passive. Dans une revue systématique de toutes les études épidémiologiques sur l'autisme faite par l'équipe de Mandy et publiée en 2017, le sex ratio annoncé est d'environ 4,5 hommes pour une femme. Néanmoins, elle a montré que si les études étaient stratifiées selon qu'elles proviennent de cas déterminés de façon active ou de cas déterminés de façon passive, le sex ratio restait de 4,5 pour une femme sur les études de détermination passive, mais le sex ratio descendait à 3,2 pour 1 en utilisant la détermination active. D'autre part, les femmes semblent moins représentées dans le TSA-STDI, donc sans trouble du développement de l'intelligence, comparativement au TSA avec TDI. En effet, on retrouve des taux de prévalence de 5,7 hommes pour une femme dans les échantillons avec un QI supérieur à 70, contre 1,9 pour 1 dans les TSA associés à un trouble du développement de l'intelligence. Les femmes sont-elles donc sous-diagnostiquées ? Donc on voit que le genre et son influence via les représentations socioculturelles qu'il entraîne est connu comme ayant un facteur d'impact sur le développement et l'expression des comportements sociaux en population typique. Cette influence socioculturelle des représentations genrées est fréquente dans tous les milieux de vie des enfants, que ce soit social, familial, amical. Il vient structurer et modéliser une partie des comportements de l'enfant. Par exemple, des résultats ont montré que la fille avec TSA serait plus confrontée aux situations émotionnelles, aux communications interpersonnelles et à l'empathie, ce qui lui permettrait de mieux s'adapter dans certaines situations sociales. Elle présenterait moins de troubles du comportement et plus de difficultés intrapersonnelles et de comportements internalisés, en lien avec une acceptation moindre des comportements perturbateurs chez la femme par la société. Au-delà de l'influence sur l'expression de la symptomatologie autistique elle-même, les influences socioculturelles peuvent impacter l'œil de l'observateur et l'identification des patientes atteintes du trouble. En effet, les expectations genrées vont qualifier la patiente comme étant timide, passive ou immature, plutôt qu'ayant un trouble du neurodéveloppement. Les femmes atteintes de TSA sont donc soumises à des difficultés de repérage et de dépistage. Les adultes qui entourent une personne atteinte de TSA, tels que les parents, les enseignants, les proches, vont être les premiers demandeurs de soins, souvent les premiers lanceurs d'alerte d'un trouble du développement. Mais une représentation biaisée de la société en général, qui attend une symptomatologie similaire quel que soit le sexe, participe au défaut de repérage et donc au sous-diagnostic.
Par exemple, les enseignants montreraient moins de préoccupations pour les filles qui présentent de meilleures compétences sociales apparentes et moins de comportements externalisés ou d'hyperactivité. L'impact de nos représentations et des stéréotypes liés au genre sur les compétences attendues socialement en fonction du genre et du sexe semble donc très important. Ainsi, les signes de TSA chez les filles sont déclarés comme étant moins évidents pour les parents, pour les enseignants et pour les professionnels, qui présenteraient une réticence à poser un diagnostic chez les filles, l'autisme étant un problème masculin. Les médecins seraient également pas plus enclins à réaliser et à enclencher des bilans TSA plutôt chez les garçons. Ils ont par exemple ici pris des vignettes cliniques de patients avec 2 variables indépendantes, le genre, féminin ou masculin, et le phénotype autistique féminin ou masculin. Et ils ont pu montrer que la présence du genre et du phénotype féminin diminuait le dépistage de TSA par les enseignants. Pour établir le diagnostic, les critères de classification utilisés pourraient accroître le biais qui est déjà existant, caractérisant un biais de critères diagnostiques. Compte tenu de l'inclusion prédominante masculine lors du développement et de la standardisation des outils, comme l'ADI et la DOS. Je pense qu'ici tout le monde connaît ces outils, mais au cas où, c'est des outils de référence et de gold standard pour le diagnostic qui sont utilisés en pratique courante. L'ADI est plutôt un entretien neurodéveloppemental réalisé avec les parents, et la DOS c'est plutôt un entretien observationnel pour observer plutôt des comportements socio-communicationnels. Des travaux ont suggéré par exemple que l'ADI et la DOS manqueraient de sensibilité chez les filles, et plusieurs études se sont intéressées aussi à la distribution des scores des différentes échelles et outils diagnostiques en fonction du sexe, comme pour la SRS, qui présenteraient des scores plus importants chez les filles, mais avec des résultats qui sont quand même contradictoires. Les résultats des études sont variables, avec certaines études qui ne montrent pas de différence significative lors de l'utilisation ADOS ou ADI, et d'autres qui rapportent moins de comportements répétitifs et restrictifs chez la femme, comme on peut le voir sur les diagrammes ici, sans différence significative sur les items de communication et interaction sociale, ou même des scores parfois plus élevés chez la femme. Les scores des outils standardisés semblent indépendants du sexe, sauf peut-être pour les CRR, mais les échantillons qui ne sont analysés ne sont pas représentatifs de l'ensemble des profils féminins présents dans le spectre, parce qu'on peut retrouver plus de personnes avec troubles de déficience intellectuelle et des profils avec une sévérité qui sont parfois plus importantes. Et c'est vrai que dans la pratique quotidienne, d'ailleurs, on peut remarquer ponctuellement, en tout cas, que certaines personnes, notamment de profil féminin, malgré des diagnostics qui restent positifs, ont des scores ADOS qui sont inférieurs au score C. L'âge du diagnostic est en moyenne plus tardif chez les filles que chez les garçons. Ces phénomènes peuvent être liés aux questions qu'on vient de voir au niveau de la définition de l'autisme et de l'identification de l'autisme. Et le phénomène peut également être dû à la présence de comorbidités ou de diagnostics différentiels comme des troubles anxieux, des troubles dépressifs ou encore des diagnostics différentiels comme le trouble de la personnalité borderline. Enfin, on peut également observer l'impact des différents sous-groupes chez les femmes. Les individus ayant une présentation plus classique et ou un retard cognitif peuvent être facilement diagnostiqués à un âge précoce, mais ceux qui ont des fonctions plus élevées et présentent des caractéristiques atypiques, compensées ou masquées peuvent être sous-reconnus ou mal reconnus jusqu'à un stade plus avancé de l'adolescence ou de l'âge adulte. Comme on peut le voir par exemple ici, où on voit qu'au niveau surtout de la fourchette, pour les deux sexes, c'est à 3 et 4 ans, donc dans des âges assez précoces, mais par contre, au niveau de la fourchette haute, on voit 12 ans, contre 21 ans pour les femmes. Selon notre point de vue, qui reste débattu, ce ne sont pas toujours que les femmes sont sujettes à un diagnostic clinique tardif ou à un manque de reconnaissance, mais plutôt que le retentissement va apparaître à un stade de développement plus tardif, par exemple à l'adolescence, par rapport aux hommes. En effet, du fait des contraintes environnementales qui vont augmenter, à cette période, donc adolescence, jeune adulte, on peut retrouver une augmentation du retentissement qui n'était pas forcément présent ou en tout cas perçu au préalable. Une notion quand même assez positive, les données épidémiologiques longitudinales montrent toutefois qu'un nombre croissant de cas chez les filles et les femmes sont identifiés, ce qui reflète peut-être d'une meilleure sensibilisation des cliniciens, mais également de la population générale et des patients eux-mêmes à ce qu'on appelle le phénotype féminin. Pour que le diagnostic de TSA soit posé chez la fille, il semble nécessaire qu'elle présente un niveau de difficulté comportementale et émotionnelle, en plus d'un niveau d'intensité de la symptomatologie autistique plus élevé, en comparaison aux garçons qui sont diagnostiqués avec autisme.
Par exemple, dans cette étude, ils ont pris des filles et des garçons âgés de 10 à 12 ans qui répondent aux critères diagnostiques de TSA et ils ont comparé avec l'évaluation CAST, donc, qui montrait des traits autistiques élevés chez des populations de filles et de garçons. Les filles qui répondaient aux critères diagnostiques de TSA présentaient beaucoup plus de problèmes supplémentaires, comme on peut le voir ici, par rapport aux garçons. Comme on peut le voir également sur le graphique en bleu ici, avec des profils de troubles du comportement qui sont plus élevés chez la fille que chez les garçons pour obtenir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Ces données suggèrent qu'en l'absence de problèmes intellectuels ou comportementaux supplémentaires, les filles sont moins susceptibles que les garçons de satisfaire aux critères diagnostiques de TSA à des niveaux équivalents de traits autistiques. Cela pourrait refléter un biais dans le diagnostic ou une meilleure adaptation-compensation réelle chez les filles. Deux autres facteurs intrinsèques pouvant retarder l'âge du diagnostic sont le QI, comme on en a déjà un peu parlé, et la présence d'un TDAH. Les filles avec TSA sans trouble du développement intellectuel ont un retard au diagnostic supérieur aux garçons, comme on peut le voir sur la courbe, avec un âge diagnostique similaire pour un QI verbal faible et une augmentation plus importante de l'âge chez la fille avec l'augmentation du QI. Enfin, la présence d'un TDAH comorbide du TSA entraîne un retard diagnostique plus important chez les filles que chez les garçons, avec un retard d'1 an et demi chez les garçons et de 2,6 ans à peu près chez les filles. Peut-on alors parler de phénotype ou d'autisme de féminin? Le sexe modère-t-il la présentation clinique des TSA? L'une des principales caractéristiques phénotypiques des TSA est de l'attention atypique portée aux stimuli socialement pertinents, comme on l'avait eu hier avec l'eye tracking. Les études de suivi oculaire révèlent des schémas atypiques d'orientation sociale spontanée pendant les stades prodromiques et syndromiques précoces des TSA. Chaworska et son équipe ont examiné les différences entre les sexes en matière d'orientation sociale chez des nourrissons de 6, 9 et 12 mois présentant un risque génétique élevé de TSA et chez des témoins à faible risque. Les résultats suggèrent qu'entre 6 et 12 mois, une période très importante pour le développement des compétences non verbales d'engagement social, les femmes à haut risque montrent une attention accrue aux cibles sociales, comme on peut le voir ici en haut, y compris pour les visages par rapport aux hommes. Aux hommes à haut risque, mais aussi du coup aux hommes et aux femmes à faible risque. Une plus grande attention aux cibles sociales chez les nourrissons à haut risque est associée à des déficiences sociales moins graves à 2 ans. Les résultats suggèrent une autre expression du risque d'autisme chez la femme, qui se manifeste dans la petite enfance par une attention accrue aux stimuli socialement pertinents. Cette attention accrue peut servir de facteur de protection féminin contre les TSA, en offrant un meilleur accès aux expériences sociales au cours du développement précoce. L'objectif du deuxième papier qu'on voit ici était d'évaluer 3 marqueurs précoces qui sont déjà connus pour être associés à la sévérité des troubles de communication sociale. Donc le score total de l'échelle d'observation de l'autisme chez les nourrissons, l'échelle A aussi, le comportement de suivi du regard et la vitesse de désengagement attentionnel. En effet, la supériorité du traitement visuel en détail est envisagée comme plutôt une tendance anormale à la focalisation, avec un défaut de désengagement, ce qui génère des difficultés de passer des détails précis à une vision plutôt d'ensemble. Les personnes avec TSA auraient besoin de plus de temps pour désengager leur attention. On ne retrouve aucune preuve de différence entre les sexes dans les scores de gravité, de là aussi du suivi du regard ou du désengagement attentionnel, lorsque les nourrissons étaient âgés de 14 mois. Par contre, derrière, ils ont évalué les scores du désengagement attentionnel, enfin des 3 marqueurs, avec les scores ADOS à 3 ans. Et là, les résultats sont assez intéressants parce que ces mesures semblent agir comme des marqueurs précoces que chez les garçons. On le voit là, plus le désengagement augmente, plus le score ADOS augmente, mais uniquement chez les garçons, par exemple. Les résultats montrent que les marqueurs dits précoces de l'autisme, précédemment associés à la symptomatologie autistique ultérieure, ne seraient en fait des marqueurs efficaces que chez les garçons. Cependant, comme il n'y a pas de différence entre les sexes dans l'expression de ces comportements à 14 mois, cela suggère l'existence de facteurs modérateurs supplémentaires, donc soit des facteurs de risque pour les garçons, soit des facteurs de protection pour les filles. Bien qu'une réduction de l'attention sociale et une augmentation de l'attention non sociale aient été signalées chez les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme, les études se sont appuyées sur des échantillons essentiellement masculins et n'ont pas eu la puissance nécessaire pour examiner les différences entre les sexes. Ces processus peuvent différer chez les femmes atteintes de TSA,
qui se sont révélées différentes des hommes en ce qui concerne la motivation sociale, les caractéristiques non sociales, y compris les intérêts restreints. L'objectif de cette étude était de comparer l'attention visuelle, sociale et non sociale chez les garçons et les filles atteintes de TSA à l'aide de l'eye tracking. Pour cela, ils ont pris 85 garçons et filles d'âge scolaire d'entre 6 et 10 ans, atteints ou non de TSA. Ils ont effectué une tâche de préférence par paire de stimulés de visage et d'objets. Donc, on le voit ici. Et la moitié des objets étaient des objets qui pouvaient se rapporter à des intérêts restreints comme des véhicules, des horloges ou des choses comme ça. La présence d'images d'intérêt restreint présentées simultanément au visage a réduit la priorité et l'attention au visage que pour les garçons et pas pour les filles. Les femmes atteintes de TSA ont conservé des schémas d'attention comparables à ceux des femmes au développement typique, ce qui suggère que les résultats précédents concernant la réduction de l'attention sociale et l'augmentation de l'attention portée aux objets liés aux intérêts restreints dans l'autisme pourraient être assez spécifiques aux hommes. L'orientation et l'attention plus normative aux stimuli sociaux chez les femmes atteintes de TSA peuvent indiquer des caractéristiques phénotypiques distinctes par rapport aux hommes et éventuellement servir d'effet protecteur. Ensuite, Harrop et son équipe ont ici pris 2 types de stimuli vidéo, dont le contenu social varie. Alors on peut voir ici des personnes qui ont un jeu dyadique, donc un jeu social riche, et ici des personnes qui ont un jeu en parallèle, donc ils ne jouent pas ensemble, du coup un jeu social plutôt pauvre. Les filles atteintes de TSA ont accordé plus d'attention au visage que les garçons atteints de TSA dans les 2 conditions de jeu, parallèle et dyadique. Cet effet de genre n'a pas été constaté dans le groupe au neurodéveloppement typique. Les hommes atteints de TSA accordaient moins d'attention au visage quel que soit le contexte social. Toutefois, il est quand même constaté que les femmes atteintes de TSA accordaient significativement moins d'attention au visage que les femmes neurotypiques dans la condition socialement riche. La dernière étude d'Harrop et son équipe consistait à observer des scènes de jeux interactifs entre des acteurs des 2 sexes jouant avec des jouets associés aux 2 sexes. Indépendamment du diagnostic, les garçons et les filles se sont davantage intéressés aux acteurs du même sexe qu'eux et aux jouets associés à leur propre sexe, ce qui suggère que l'importance sociale et des objets augmente chez les enfants dans des conditions de cohérence des sexes. Il est important de noter que les enfants atteints de TSA et neurotypiques ont tous augmenté le regard vers les visages lorsque des acteurs masculins étaient montrés jouant avec des jouets associés à des femmes. Ce qui suggère que les 2 groupes d'enfants sont sensibles aux messages sociétaux sur l'acceptabilité des hommes jouant avec des jouets associés à des femmes. L'équipe de Sedgwick en 2015 a mené une enquête sur 46 adolescents entre 12 et 16 ans, en école spécialisée sur la motivation sociale et la qualité de l'amitié des garçons autistes adolescents, des filles autistes et de leurs pères neurotypiques. Donc ici en blanc, vous avez les filles autistes, après les filles non autistes, et puis pareil pour les garçons. Il a révélé que les garçons autistes étaient beaucoup moins motivés socialement que tous les autres groupes. La qualité, par contre, d'amitié était similaire entre les filles autistes et neurotypiques, sauf dans la zone de conflit, où les groupes autistes, hommes et femmes, ont rapporté moins de conflits dans leur amitié que leurs pairs neurotypiques. Cependant, par la suite, ils ont réalisé des entrevues semi-structurées qui ont révélé une augmentation de l'agressivité au sein des amitiés de filles autistes, ce qui suggère des difficultés à identifier et potentiellement gérer les conflits au sein des amitiés. Dean et son équipe vont s'apercevoir en observant des enfants en école primaire que les enfants agissent différemment avec leurs pairs selon le genre. En effet, les filles neurotypiques vont avoir tendance à masquer les difficultés de leurs pairs en les incluant dans le groupe, ce qui permet aux filles avec TSA de créer des interactions sociales et des techniques d'imitation. Les observations montrent que les pairs paraissent plus sensibles que les surveillants aux différences, mais les difficultés sociales restent quand même perceptibles. Par exemple, ils avaient observé une fille qui restait dans le groupe en balançant une corde à sauter pendant toute la période de récréation, mais elle n'a jamais eu le droit elle-même de sauter. Au total, on observe plus de comportements de réciprocité sociale, d'entraide et des relations affectives plus sécures, comme on peut le voir ici en bas, ainsi qu'une plus grande motivation à initier les amitiés. Les différences possibles entre les sexes dans les manifestations des troubles du spectre de l'autisme ont été examinées à l'aide de données sur la production des récits. Des différences significatives entre les sexes ont encore une fois été constatées. Les filles incluaient plus d'éléments importants dans l'histoire que les garçons.
L'analyse détaillée du langage a également montré que les filles racontaient des histoires plus riches et contenant plus d'éléments de planification ou d'intention sociale. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que des différences subtiles dans la communication sociale peuvent exister. Ensuite, Song et son équipe ici ont réalisé une étude avec des participants d'âge scolaire. Ils ont participé à une conversation informelle de 5 minutes pour faire connaissance avec un interlocuteur qui n'était pas expert. Pour mesurer l'attention portée aux groupes sociaux, ils ont mesuré 2 variantes, des pronoms de la première personne du pluriel, comme nous et notre, et des pronoms de la troisième personne du pluriel, comme ils et leurs. Conformément aux recherches antérieures, suggérant une plus grande motivation sociale chez les filles autistes, ces dernières parlaient davantage de groupes sociaux que les garçons avec TSA. Par rapport aux filles qui étaient neurotypiques, les filles autistes ont parlé de façon atypique de groupes dont elles ne faisaient pas partie, comme on peut le voir ici, avec ils et oui. Ce qui indique qu'elles sont potentiellement conscientes d'une exclusion sociale un peu plus forte, en tout cas, que les garçons TSA. Les filles ont donc un accès plus précoce au langage et produisent des histoires plus riches et utilisent plus de mots relatifs aux intentions ou pensées d'autrui. Elles utilisent plus de pronoms collectifs et parlent plus de groupes sociaux. La sévérité des comportements répétitifs et intérêts restreints ne différait pas entre les sexes. Donc d'un point de vue quantitatif en tout cas, bien que les participants masculins sur certains sous-échelles ont un comportement restreint qui serait un peu plus élevé. Par contre, d'un point de vue qualitatif, les femmes ont démontré une gamme plus étroite d'intérêts restreints et les ont exprimés d'une manière socialement plus orientée. Peu de recherches sont intéressées aux différences liées au sexe dans le profil sensoriel. On note quand même quelques études, dont une par exemple qui a été menée avec l'échelle du profil sensoriel de Dunne qui ne révèle pas de différence liée au sexe. Une autre étude a été réalisée avec l'échelle QASC co-développée par Tony Atwood dans le but de mieux repérer les spécificités des femmes autistes, qui révèle davantage d'hypersensibilité chez les filles que chez les garçons autistes. Dans la dernière étude, dont on voit les graphiques ici, ils ont examiné du coup les différences entre les sexes dans les symptômes de traitement sensoriel à l'aide de questionnaires destinés aux parents et aux soignants. Dans l'ensemble, les résultats ont montré que l'ampleur des différences dans le traitement sensoriel entre les garçons et les filles est plus importante chez les enfants atteints de TSA que chez les enfants neurotypiques, et les filles présentaient des symptômes plus graves dans certaines sous-échelles, notamment de l'audition, du toucher, de l'équilibre ou du mouvement. Les filles autistes feraient en plus des efforts plus importants de régulation émotionnelle en cas de stimuli aversifs pour se conformer aux attentes sociales en lien avec l'hypothèse de camouflage. Enfin, concernant les trajectoires neurodéveloppementales, on observe de meilleures compétences initiales chez les filles TSA avant 36 mois, comme on peut le voir ici sur ces diapos. En haut à droite, on observe 2 groupes. Les garçons étaient plus susceptibles de faire partie du groupe qu'on voit au-dessus, avec des scores de sévérité à la dose plus importante et une trajectoire qui était plutôt stable, alors que les filles faisaient plutôt partie du deuxième groupe, avec des scores de sévérité plus faibles et une trajectoire qui était plutôt en amélioration, comme on peut le voir ici sur ce schéma en bas également, avec ici en vert les trajectoires d'amélioration, en rouge les trajectoires où il y a une aggravation. Et on voit encore une fois qu'il y a une différence au niveau des groupes féminins et des groupes masculins. Au total, donc je vais essayer de résumer rapidement donc, cette première partie. Au vu du caractère récent des recherches et des résultats de la littérature qui ne sont pas consensuels, il est difficile de complètement conclure sur les différences de genre et les caractéristiques d'un phénotype féminin. Ce qu'on peut déduire des différentes études serait la présence d'une plus grande motivation sociale féminine, avec plus d'empathie, d'entraide et de réciprocité sociale. L'amitié serait également plus facile à initier chez la femme, mais pas forcément à maintenir. Ce qui n'exclut pas des difficultés de ces patientes, avec des incompréhensions de certains codes sociaux ou de situations pouvant les mettre en difficulté. On retrouve également des arguments en faveur de comportements stéréotypés et restreints qui seraient moins fréquents chez les filles. Une différence qualitative de ces comportements est par ailleurs évoquée, avec par exemple des comportements d'automutilation et des difficultés plus importantes à modifier ses habitudes chez la femme. Les intérêts restreints semblent également de thèmes plus acceptables socialement et exprimés de manière plus appropriée. Elles présenteraient surtout des intérêts spéciaux, les animaux, la mode, la littérature, la musique, qui passent peut-être plus inaperçus car relevant moins de stéréotypies du trouble du spectre de l'autisme. En parallèle, on observerait peut-être une plus grande prévalence de symptômes sensoriels
chez les femmes avec TSA. Enfin, des études montrent que le genre, de par son influence sur les représentations socioculturelles, a un impact sur le développement et l'expression des comportements sociaux en population typique et atteinte d'autisme, pouvant majorer les difficultés de repérage et de dépistage chez la femme. Par ailleurs, l'obligation de prétendre être normale, de prétendre ne pas être autiste, est un sentiment commun retrouvé dans cette population. L'effort quotidien, conscient ou inconscient, à fournir pour monitorer et modifier son propre comportement, pour éviter qu'il ne soit différent, s'est imposé progressivement dans la littérature sur le phénotype féminin. Il est principalement issu des témoignages de patientes avec TSA sans trouble du développement de l'intelligence. Par exemple, les patients expliquent étudier les interactions sociales à la télévision, penser aux bons gestes, avec les mains, les bras, lors d'une conversation ou avoir un script dans la tête. Elles vont préparer leur conversation avant qu'elle n'ait lieu, les sujets de conversation, des anecdotes, des blagues à insérer, des questions à poser. Et elles vont inclure les réponses potentielles des interlocuteurs et la manière dont elles pourraient rebondir dessus. Ce phénomène a été nommé dans la littérature le camouflage social et a été présenté comme l'un des possibles critères manquants des outils et des échelles diagnostiques. Il est défini par l'équipe de Hull en 2017 comme des habilités d'adaptation, de stratégie et des techniques qui vont venir masquer les caractéristiques de TSA lors de situations sociales. Le premier modèle du camouflage est réalisé donc par Hull et son équipe en 2017. Il présente les motivations, les stratégies et les conséquences du camouflage qui ont été décrites directement par les patients. Les participants décrivent comme motivation l'envie de s'intégrer socialement. Ils rapportent une pression sociale importante pour paraître normal et une inquiétude pour leur sécurité, avec plusieurs exemples d'harcèlement décrits. Des stratégies de masquage sont utilisées pour supprimer, cacher ou contrôler les comportements associés au TSA, comme diminuer les comportements auto-apaisants, jouer un rôle, copier le style vestimentaire ou les intérêts de personnes perçues comme ayant réussi socialement. Des stratégies de compensation apprises par imitation, comme maintenir un contact visuel, montrer une expression faciale appropriée, avec également la construction de certaines règles, telles que ne pas monopoliser le temps de parole, avec ses centres d'intérêt ou avoir des phrases en stock. Enfin, les stratégies d'assimilation permettant d'accommoder son environnement, comme changer de lieu de vie pour que les difficultés sociales soient perçues comme une différence culturelle. Par exemple, une patiente expliquait avoir vécu en Angleterre à l'âge adulte et avoir ressenti une plus grande facilité à interagir socialement du fait d'une certaine retenue qui était valorisée dans leur culture. Enfin, les participants rapportent un épuisement psychologique, physique et émotionnel majeur, avec le besoin d'un temps de récupération à la suite de situations sociales. Ils vont décrire un stress, de l'anxiété, une remise en question permanente et des symptômes dépressifs pouvant aller jusqu'à des idées suicidaires. En effet, le camouflage affecte la perception et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, avec parfois un sentiment de trahir la communauté TSA qui est décrit. Ils le vivent comme un défi à leur propre identité, qui fait naître un sentiment de solitude et d'isolement. Une étude par entrevue a révélé que les filles autistes étaient motivées à se faire des amis, mais qu'elles imitaient souvent leur père et masquaient des sentiments de malheur et d'anxiété dans des situations sociales pour prévenir la rupture des relations. Cette capacité de caméléon ne leur vient pas seulement de l'imitation. Elles le doivent aussi aux remarques qu'on leur fait depuis toute petite par tous leurs proches, que ce soit les parents, les professeurs, les collègues, les amis. Va jouer avec les autres, regarde dans les yeux, souris plus souvent, arrête de te balancer, de te tripoter les cheveux, fais comme les autres, sois normal. Les techniques d'adaptation sont émotionnellement, physiquement et psychologiquement très coûteuses en énergie, car cela requiert une concentration intense, un contrôle de soi et un degré d'organisation qui entraîne un malaise et un inconfort pour la personne. Quelques exemples de citations. Dans la première, nous pouvons voir que les facteurs sensoriels dans l'environnement viennent moduler le succès des stratégies. Et un homme va comparer le camouflage à un langage étranger. Même si on l'adopte dans une certaine mesure, il n'est jamais natif. Deux mesures distinctes du camouflage ont été proposées. La première a été proposée par Lai et son équipe en 2017, c'est l'approche différentielle. La mesure du camouflage est définie par l'écart quantitatif entre la présentation comportementale externe, mesurée par l'observation ADOS, et le statut interne de l'individu, qui inclut la perception interne soit autodéclarée, ou encore les performances, les mesurer à l'aide de tests socio-cognitifs, donc soit les traits autistiques, soit les capacités cognitives, soit les performances en théorie de l'esprit par exemple. Donc globalement, ils vont faire une différence entre le statut interne moins le comportement externe, donc l'ADOS, et ça va leur permettre de mesurer le camouflage. On retrouve des scores plus élevés chez la femme avec TSA à l'âge adulte
et à l'adolescence, mais il existe également des scores quand même positifs chez l'homme avec ou sans TSA. On note une corrélation positive du score de camouflage avec les fonctions exécutives. Le camouflage semble donc modulé par les fonctions exécutives et ou lié à l'environnement. Lai et son équipe ont émis l'hypothèse suivante. Bien que les personnes avec TSA n'aient pas les fonctions développementales suffisantes pour développer des relations sociales typiques, et notamment des difficultés en théorie d'esprit, avec une reconnaissance des émotions et des capacités de mentalisation pauvres, ils vont utiliser des ressources cognitives telles que les fonctions exécutives pour venir compenser leurs difficultés dans un effort constant. Ils ont montré une corrélation positive entre des scores de camouflage hauts chez les femmes avec TSA et leurs compétences dans les fonctions exécutives. Ce serait donc du fait de leur meilleur fonctionnement exécutif que les femmes avec TSA présenteraient plus de camouflage. La deuxième mesure était l'approche observationnelle. Plusieurs auteurs ont développé pour cela des questionnaires pour mesurer le camouflage social. Donc on voit le QASC, dont on a parlé tout à l'heure, développé par Atwood, qui est un hétéro-questionnaire pour les enfants de 5 à 19 ans. Le 4Q questionnaire, qui est un auto-questionnaire développé par Hull et son équipe en 2019. Et enfin, la compensation checklist, qui est développée en 2020 par Livingstone et Hall. La 4Q présente l'avantage de se baser sur le modèle conceptuel du camouflage que je vous ai décrit précédemment, qui a été décrit par les patients eux-mêmes. Il est composé de 25 items, évaluant les 3 composantes du camouflage, le masking, la compensation et l'assimilation. Ces échelles d'évaluation sont à ce jour peu utilisées dans la littérature, en dehors de la 4Q, qui a montré des scores chez la femme avec TSA supérieurs aux hommes, pour le score total, les sous-scores de masking et le score d'assimilation. Cette différence n'a pas été retrouvée pour la compensation. On constate qu'aucune différence significative selon le genre n'est observée dans le groupe neurotypique. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait là c'est le groupe des femmes, ici des hommes, et ici un groupe de non-binaires, dont on parle peu parce que le groupe n'avait pas assez de puissance, il n'y avait pas assez de personnes dans ce groupe-là. Et le trait plus clair, c'est le trait des personnes avec TSA, le trait plus foncé, c'est le trait des personnes avec neurotypiques. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le score de masking semble moins spécifique de la population avec TSA et pourrait refléter de stratégies de gestion d'impression chez les personnes TSA et non TSA. Jorgensen et son équipe ont proposé la 4Q chez des enfants entre 13 et 18 ans, malgré l'absence pour l'instant de validation du questionnaire dans la population mineure. Ils ont retrouvé des scores qui étaient plus hauts chez les filles avec TSA, et les analyses univariées des 3 sous-scores de la 4Q montrent des sous-scores à la composante assimilation plus élevés dans le groupe avec TSA, et paradoxalement des sous-scores de masking plus élevés dans le groupe neurotypique. Aucune différence significative n'est retrouvée par les auteurs entre les sexes, que ce soit dans le groupe avec TSA ou sans TSA. Les résultats chez les enfants neurotypiques semblent montrer une augmentation du camouflage avec l'âge, qui n'est pas retrouvée chez les personnes avec TSA, en cohérence avec l'hypothèse précédente sur le chevauchement des comportements de camouflage avec les comportements de gestion d'impression dans la population sans TSA. La gestion d'impression est une notion de psychologie qui est assez ancienne, qui fait référence au processus conscient ou inconscient par lequel les individus s'efforcent d'influencer, de contrôler les perceptions, les opinions, les impressions que les autres se font à leur sujet. Elle semble augmenter au cours de l'adolescence avec un développement typique. On remarque malheureusement que la population adolescente est peu étudiée. Or, il se peut que l'évolution ou le développement du camouflage soit primordial dans cette période, comme peut l'être la gestion d'impression dans la population neurotypique. Le camouflage consiste donc à imiter, par une tentative inconsciente ou apprendre par un effort conscient, un comportement socialement acceptable pour prévenir la rupture des relations. Le camouflage semble effectivement plus présent chez la femme, mais il pourrait également être lié de manière indirecte au genre de l'individu, au travers de ses caractéristiques cognitives qui privilégient la femme qui posséderait de meilleures fonctions exécutives, comme l'évoquent les études issues de l'approche différentielle, ou liées à l'environnement social et au contexte environnemental relatif aux pressions extérieures ressenties, par exemple en lien avec les représentations socio-culturelles comme décrites auparavant, qui viennent augmenter la motivation du camouflage chez la femme. Toutes les personnes avec TSA sans trouble du développement de l'intelligence, quel que soit leur sexe ou genre, semblent développer des stratégies de camouflage conscientes ou inconscientes, ce qui impacte leur qualité de vie et entraîne des comorbidités psychiatriques. Les faibles différences entre les groupes avec et sans TSA dans certaines études
pose la question de qui camoufle et de la spécificité du camouflage dans les troubles du spectre de l'autisme, avec certains facteurs de confusion qui n'ont pas toujours été pris en compte, comme l'anxiété sociale par exemple. Les raisons conventionnelles qu'on peut voir ici, par exemple au travail ou dans l'éducation, de camoufler, sont dans les deux genres plus importantes que les raisons relationnelles. Pour autant, les femmes avec TSA s'appuient davantage sur les raisons conventionnelles que les hommes avec TSA, impactés par les stéréotypes sociaux genrés. Les femmes semblent globalement subir une plus grande pression que les hommes pour adapter leur comportement afin de s'assimiler aux autres, notamment au niveau professionnel. On retrouve des scores d'anxiété et de dépression plus élevés dans la population de TSA que non TSA. Alors ici, il n'y a que des personnes avec trouble du spectre de l'autisme. En noir, c'est ceux qui ne camouflent pas ou très peu. En blanc, c'est ceux qui utilisent le camouflage que dans un contexte conventionnel ou relationnel. Et en gris, ceux qui l'utilisent dans les deux contextes. Donc le lien entre le camouflage dans les scores d'anxiété et de dépression est assez inconstant. À ce jour, les scores de stress et d'anxiété vont présenter une corrélation positive avec les scores de 4Q, mais aucune différence significative n'est retrouvée pour les symptômes de dépression. Les facteurs de risque suicidaire retrouvés chez les personnes avec TSA sont de l'auto-agressivité non suicidaire, le camouflage et le besoin d'un soutien non satisfaisant. Comme nous le montre le schéma, un lien significatif est retrouvé entre les traits autistiques et le risque suicidaire médié par le camouflage. Au total, les auteurs décrivent que les individus avec des traits autistiques élevés dans la population générale tendent à camoufler dans les situations sociales, notamment par assimilation, ce qui augmente le sentiment d'appartenance faible, qui va à son tour augmenter le risque suicidaire. Ces comorbidités sont d'autant plus importantes chez la femme avec TSA, avec des taux d'anxiété 2,5 fois supérieurs chez la fille que chez les garçons, une suicidalité 4 fois supérieure, ainsi que des douleurs chroniques, des troubles alimentaires qui sont beaucoup plus fréquents également. En effet, les TCA dans le trouble du spectre de l'autisme sont de plus en plus étudiés. Par exemple, Mandy et ses collègues ont fait une étude dans une population, dans une clinique de troubles du comportement alimentaire, et ils ont dépisté entre 20 à 30% de troubles du spectre de l'autisme. Ils ont quand même retrouvé certaines particularités dans la symptomatologie, avec surtout une recherche d'expérience sensorielle, ou encore une recherche de diminution des émotions de par la dénutrition, par exemple. Enfin, dans le tableau, on peut observer la différence de l'état de santé rapporté par les patients, hommes et femmes, sur les tentatives de suicide, les troubles du comportement alimentaire, ou encore le Q5D, qui est un auto-questionnaire sur l'état de santé global. Il est surtout intéressant de regarder les pourcentages, qui sont quand même beaucoup plus élevés chez la femme. Les femmes TSA par rapport aux hommes TSA montrent des défis de santé globale plus importants, avec une prévalence de l'épilepsie qui est plus élevée par exemple. En rapport avec les femmes non autistes, on observe aussi plus de risques d'épilepsie, mais également d'autres problèmes de santé, comme des problèmes endocriniens ou de fertilité, avec une majoration du risque de SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystiques par exemple. Enfin, le TSA et le genre. Des taux élevés de variance de genre ont été rapportés chez les personnes autistes, avec une variance plus élevée chez les femmes autistes que chez les hommes. La composante sociale de l'identité de genre peut être affectée, les femmes autistes s'identifiant moins à leur groupe de genre et se sentant moins positives à son égard que les témoins. Cooper et son équipe ont mesuré l'identification à leur genre chez des hommes et des femmes autistes et chez des témoins. Ils ont constaté que les personnes autistes, en particulier les femmes, avaient une identification à leur genre plus faible et des sentiments plus négatifs à l'égard d'un groupe de genre. D'autres équipes ont montré un lien entre les traits autistiques et la transidentité. Warrior et son équipe ont par exemple trouvé un risque augmenté par 3 de troubles du spectre de l'autisme dans la population avec variance du genre. Pour finir, nous pensons qu'il est possible que les femmes et les hommes présentent différemment leurs caractéristiques autistiques et qu'il ne s'agisse probablement pas d'une histoire de sexe, mais plutôt d'une histoire de genre. En effet, le contexte genré de l'individu est plus susceptible d'affecter la présentation de l'autisme chez un individu, et ce serait plus particulièrement les stéréotypes liés au genre associés aux stéréotypes liés à l'autisme lui-même qui conduirait en fait à une sous-reconnaissance de l'autisme chez la femme. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je sais que l'équipe de Bordeaux travaille beaucoup sur
profil féminin. Tout au début, tu avais parlé du cerveau masculin et cerveau féminin. Nous, on a travaillé il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, même un peu plus, mais pas dans le cas de l'autisme. Dans le cas des phénomènes douloureux, avec mon équipe de Sherbrooke, au CHU Fleurimont, et on a montré une grande différence entre le cerveau masculin et le cerveau féminin dans le cas des phénomènes douloureux. Okay. Et après, on a refait une étude avec Isabelle Gaumont, professeure Isabelle Gaumont. On a aussi démontré aussi qu'il y avait une grande différence pendant la période des règles, avant, pendant et après, avec la sécrétion des hormones. Et ça a été, on l'a publié, donc voilà. Okay. Mais il y a longtemps. Super intéressant. Avec stimulation, les plaques douloureuses. Et vraiment, on a été surpris parce qu'on disait toujours, à l'époque, on continue toujours à dire, le garçon n'a jamais mal, les filles, non, c'est pas vrai du tout. Donc on a montré cette différence, mais je dis bien dans le cadre des phénomènes douloureux. Et pas du tout, on n'avait pas travaillé à l'époque. Est-ce qu'on a dans 2 questions? Profitez-en parce qu'il travaille beaucoup sur le profil féminin à Bordeaux. Non? Bon, mais dis donc. Ah, il y a une question là. Oui, ça y est. On vous amène le micro. Oui, mais merci. On lit en ce moment je fais référence à Sophie Robert sur des questions de transidentité et sur votre dernière slide là par rapport à une importance du genre sur les personnes sexe féminin. Est-ce que ça se questionne au niveau de vos études, ou pas? Oui, en effet, on retrouve beaucoup plus de variances de genre chez les personnes avec TSA, même en pratique clinique, c'est des profils qu'on retrouve énormément. D'expérience, du coup, quand je leur pose vraiment la question de, pour eux, ce que signifie le genre, c'est une notion qui reste quand même assez floue et très sociale. Et une des hypothèses serait donc que ce flou dans la notion de genre en lui-même, en fait, fait qu'eux, ils n'arrivent pas forcément à se reconnaître dans cette notion-là, et que la variance de genre pourrait venir un peu de là. Une autre des hypothèses est aussi que c'est un groupe social qui est très... qui accepte beaucoup de différences et de particularités sur le plan social, et qui est assez actif et qui est très bienveillant, on va dire, sur le plan social. Et donc les personnes avec trouble du spectre de l'autisme peuvent réussir à créer plus de liens d'amitié, par exemple, avec ces personnes qui ont des variances de genre. Et une fois qu'ils sont dans ce type de groupe social, ils vont eux-mêmes se poser des questions sur leur genre et à ce moment-là rentrer dans des genres de variances de genre, sans forcément de dysphorie de genre, parce qu'il n'y a pas forcément de douleur associée à ça ou de difficultés psychologiques associées à ça. Mais en tout cas, ils peuvent se poser plus de questions de genre de par ce phénomène-là. Alors après, il y a probablement d'autres hypothèses. C'est une notion qui commence à peine à être recherchée. On a vu que déjà la femme dans la recherche, c'est très récent. Donc la diversité de genre dans la recherche, c'est encore plus rare. Donc on n'a pas encore des données vraiment de recherche, mais en tout cas en pratique clinique, c'est des choses qu'on peut voir assez régulièrement. Là. Oui, moi c'était un peu la même question, je sais pas, parce que donc si j'ai bien compris, la différence entre le sexe et le genre, c'est la sensation qu'on est un homme ou une femme, ou c'est quoi, c'est ça? Oui, c'est l'autoreprésentation en fait de soi. Donc c'est vraiment chaque personne peut individuellement dire ressentir une identité qui est différente. D'accord, ok. Ah, là-bas. Dernière question. Bonjour. En fait, j'avais juste une question est-ce que vous pourriez vous présenter? J'ai peut-être raté du coup l'information, mais je sais que vous remplacez quelqu'un et du coup, je voulais savoir vos travaux à vous. Alors moi, je suis Andréane Tchournoki, je suis médecin psychiatre au CRA de Bordeaux et à mi-temps aussi au Centre Expert Schizophrénie. Pour les travaux de recherche, je travaille surtout avec le professeur Amesteuil. Et donc en ce moment, on travaille autour de la question justement du camouflage et de l'échelle 4Q au sein du CRA. Merci. On peut l'applaudir. Juste, tu
Tu as bien précisé, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais présenté la surmortalité de cette fameuse étude. Il y a une surmortalité par suicide par rapport à la population générale. C'est essentiellement les autistes de sexe féminin. Majoritairement, je dirais, même plus que majoritairement, c'est de sexe féminin. Parce qu'ils arrivent à un certain moment où travailler sur le camouflage, c'est vrai qu'ils n'arrivent plus. Donc émotionnellement et tout, enfin ce qu'on dit, ils craquent et tout. Moi j'avais une consultation au CRAIF, je n'avais que des femmes de sexe féminin, ils me parlaient tout de suite. Merci.